Entrez, monsieur chauffeur. Entrez donc. Bonjour, maître. Prenez un siège. Bien. Votre coup de fil à l'étude pour demander un rendez-vous me donne à penser que votre enquête avance. Alors, où en sommes-nous? Voici le rapport que j'ai rédigé, l'essentiel tient en peu de mots. Allez-y, je vous écoute. Votre étude étant chargée de liquider la succession d'Eugène Valette, mort au Brésil à 82 ans, vous m'avez confié le soin de rechercher ses héritiers naturels. S'il y en a. Rien n'est plus désagréable pour un notaire que de se trouver face à un coffre bien plein devant un dossier bien vide. Il ne l'est plus. Les 60 millions anciens dont vous m'avez parlé... Un peu plus de 60 millions. Mais peu importe. L'essentiel est que je sache à qui les attribuer. Et les oncles d'Amérique ont ce style fâcheux, ils meurent à l'anglaise après toute une vie passée à faire le mort. À défaut d'héritier en ligne directe, il lègue tous ses biens à la ligne collatérale en précisant qu'il a 2 frères et une sœur, la précision n'allant pas plus loin, à nous de chercher. C'est incroyable, la tendance qu'ont certaines personnes à prendre une étude de notaire pour une agence de renseignement. Les liens de famille devaient être quelque peu distendus car j'ai appris qu'un des 2 frères est mort et la sœur également. Le frère survivant se nomme Joseph Valette. Il habite un pavillon à Chaville. Vous avez l'adresse exacte sur mon rapport. Joseph Valette. Bon. Donc, à part lui, personne. Pardon. L'autre frère, Émile Valette, né le 12 octobre 1890, marié en 1914 avec mademoiselle Angèrville, est mort au front en 1918, laissant un fils, Roger, né le 6 juillet 1915, habitant à Paris dans le 17e arrondissement. Nous disons donc que Roger Valette entre dans la succession comme représentant son père. Ensuite, ou plutôt enfin, mademoiselle Marguerite Valette, la sœur, née le 9 avril 1894, est décédée le 5 novembre 1934. oui. Sans descendance, évidemment. Et excusez-moi, maître, elle laisse une fille naturelle, qu'elle a reconnue d'ailleurs. Françoise Valette, née le 20 janvier 1920, habitant à Paris, 164 avenue Paul Doumer. Marié? Veuve en première noce de Monsieur Cazot et en seconde noce du comte de Maupertuis. Bon. Alors, résumons-nous. Joseph, le frère survivant, Roger, le fils de l'autre frère, Françoise, la fille naturelle de la sœur. Oui. 3 héritiers. Parfait. Avez-vous d'autres renseignements? D'ordre général, oui. Joseph a 72 ans, c'est un cheminot retraité. Les renseignements sont bons. Roger? 49 ans, exerce la profession de boucher, et plus qu'à son aise. Françoise? 44 ans. Je lis sur votre rapport qu'on ne sait rien sur elle jusqu'en 42. Elle avait alors 22 ans. À l'époque, elle était secrétaire dans une entreprise à Fort-de-France. Des références, il en a beaucoup, car elle ne restait pas en place. Le travail ne lui convenait apparemment pas. Oui, ou le patron. Oui, enfin, les ragots, vous savez... Mais je me suis renseigné auprès de notre correspondant là-bas. On a beaucoup jasé sur son mariage avec un riche industriel, un certain Cazot, qui s'occupait de plantations dans le coin. Elle l'a tué. Qu'est-ce que vous dites? Que voulez-vous, elle était jeune, on lui prêtait un tempérament volcanique, le planteur avait 40 ans de plus, il n'a pas résisté plus d'1 an. Ah, bon, j'aime mieux ça. Vous m'avez fait peur. Fille naturelle, veuve au bout d'1 an, elle n'a pas eu de chance. À un certain point de vue, non, mais à un autre point de vue, si. Mais quel point de vue? Le planteur avait une fortune considérable. Veuve, elle rentre à Paris, où elle fait la connaissance du comte de Maupertuis, qui l'épouse. 2 ans plus tard, le comte meurt, lui laissant son titre. La comtesse de Maupertuis a maintenant d'autres ambitions, elle vise le tout Paris, où elle a déjà ses entrées, et qui n'est pas aussi fermée qu'on veut bien le dire. On lui prête un richissime homme d'affaires comme amant, et croyez-moi, ce n'est pas un prêt à fond perdu. Un jour, elle finira par faire sauter la banque, autrement dit, elle épinglera un époux de plus à sa panoplie, et deviendra Madame Hubert d'Arcet. Quand l'idole des vieux s'y met, elle n'y va pas de main morte. Eh bien, il ne me reste plus qu'à convoquer mes gens. Le vieux Joseph, Roger et Françoise. Grâce à la précision de vos renseignements, je vais avoir devant moi des gens heureux. Une fois n'est pas coutume. Nous assistons, nous autres notaires, à trop de mariages ratés pour ne pas souhaiter de temps à autre un enterrement réussi. Solange, introduisez monsieur Joseph Valette.
Ah, monsieur Valette. Je suis ravi de vous connaître. Tenez, prenez ce fauteuil, vous y serez bien. Merci. Alors, heureux? Quand j'ai reçu votre lettre, monsieur le notaire, ça m'a d'abord flanqué un coup, hein. Puis après, ça m'a fait tout drôle. Une fortune si soudaine, c'est tout naturel. Bah oui, je suis content, bien sûr. J'ai que ma retraite pour vivre. Comprenez? Ma retraite de cheminot. Elle est pas bien lourde, ma retraite, mais on s'en est arrangé. C'est vrai qu'on peut pas tout avoir et qu'on peut pas passer sa vie à en demander toujours un peu plus, hein. Votre frère Eugène a pensé à vous. Oui, les jours de sa mort, c'est vrai. Avant, il m'avait oublié. C'est bien pourquoi je vous disais que ça m'a fait tout drôle d'avoir de ses nouvelles. Seulement, quand il était trop tard. Un geste est un geste. Celui-ci a été fait quand même. Ouais. Un coup de chapeau, comme on dit. Celui qu'on donne au passage du convoi en pensant à autre chose. Non, c'est pas ça que j'aurais voulu, si j'avais pu. Une lettre de temps en temps, vous savez, monsieur le notaire, ça fait du bien, hein. Ça réchauffe le cœur. Il est possible qu'après tant d'années... Ouais, qu'il se soit dit, c'est trop tard pour écrire, j'ai trop attendu. Ben, y a un testament, alors, c'est pas de l'écriture aussi? Il y a une nuance. Quoi? Ah, c'est l'argent, la nuance? Ben, j'aurais jamais rien demandé à Eugène. Il savait bien, ça n'a jamais été mon genre. Il m'aurait écrit qu'il était content, que tout allait comme il voulait, ça m'aurait suffi. Un petit bonheur dans ma petite maison, moi, j'en demandais pas plus, moi. Ne pensons plus au passé, puisque nous avons à parler de votre avenir. Mon avenir. Mais derrière, pas devant. Cet héritage va... Et j'ai l'impression de prendre pour moi l'argent d'Eugène. Ça m'ennuie. C'est lui qui l'a gagné. Puisque vous ne vous connaissiez pas. C'est vrai, mais Émile non plus. Mon autre frère, je l'ai pas connu. Il a été tué au front en 18. Sa veuve m'a écrit pour m'annoncer sa mort. Et c'était difficile de faire moins, hein. Vous l'avez revu? Elle? Jamais. Plus tard, elle m'a envoyé une autre lettre pour me dire qu'elle refaisait sa vie avec quelqu'un d'autre. On oublie décidément beaucoup dans notre famille. Votre frère a laissé un fils, Roger, et le remariage de sa mère pouvait vous rapprocher. Ouais. Probable qu'il n'y tenait pas. Qu'est-ce qui est devenu, le Roger? Il a un fonds de boucherie dans le 17e arrondissement, marié, 2 enfants. J'avais aussi une nièce, Françoise. Vous savez ce qu'elle est devenue, cette pauvre petite? La pauvre petite Ouais. est loin d'être à plaindre, elle a fort bien su mener sa barque et se trouve à la tête d'une fortune appréciable. Oh, ben je disais la pauvre petite pour 2 raisons. Pas de père, Oui, je sais. et puis sa légère infirmité. Je ne l'ai jamais vue. Ben, je me souviens très bien qu'elle boitait, moi, la petite Françoise. Et qu'il n'y avait malheureusement rien à faire pour arranger ça autrement. Elle était très mignonne. Manque de chance. Tranquillisez-vous, la chance a tourné. Elle a été mariée avec un planteur de la Martinique. La Martine. Ah, ben je comprends maintenant qu'elle m'ait jamais donné de ses nouvelles. Ça m'étonnait aussi. Parce que je crois qu'elle m'aimait bien, Françoise. Un planteur de la Martinique. Eh ben, je suis bien content qu'elle n'ait pas épousé l'autre. Quel autre? Ben, celui qu'elle m'a présenté la dernière fois que je l'ai vu, vers les années... Attendez que je dise pas de bêtises... 37, 38. Oui. Vous voyez, c'est pas d'hier, hein? Ah, il me plaisait pas, moi, son fiancé. Françoise, elle aurait sûrement pas été heureuse avec ce type-là. Il est pas l'air commode. Oh non, oh non, ça n'aurait jamais collé tous les deux. Un planteur de la Martinique? À la motine, voyez-vous ça? À la mort de son mari, elle est rentrée en France. Eh ben, ça me fait plaisir, monsieur le notaire. Voilà. Ça, pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Et peut-être bien que j'ai même envie de la revoir, moi. Et peut-être bien aussi qu'elle sera contente de retrouver son vieil oncle Joseph. Ça sera commode puisqu'elle habite maintenant Paris. Oh, monsieur le notaire, vous pouvez pas me donner son adresse? Je vais y envoyer tout de suite un petit mot. Mais c'est on ne peut plus facile. Attendez. Vous me l'écrivez, hein, Je parce vous que... l'inscris. Pas l'habitude de... Comtesse de Maupertuis. Hein? Ah ben, Françoise?
comtesse. Elle va en avoir des choses à me raconter. 164 avenue Paul Doumer. Voici le fiche. Merci. Oh, à part elle, est-ce que je serais forcé de revoir les autres? Oh, rien ne vous y oblige. Je peux vous faire signer séparément l'acte de partage. C'est ça. Mais vous pouvez aussi vous faire représenter par un mandataire. Ah, mais alors faudra que je réfléchisse. Parce qu'à part Françoise, les autres, ils m'intéressent pas tellement, hein. Et s'ils veulent me voir, ils le diront. Mais on n'aura pas grand-chose à se dire, je sens ça d'avance, moi. Sait-on jamais. Une nouvelle vie s'ouvre devant vous, Père Joseph. Profitez-en. Bon, c'est un peu tard, croyez pas? J'ai ma petite vie, ma petite maison, mes petites habitudes, mes petites manies. C'est pas à 72 ans qu'un peu d'argent fera de moi un autre homme. 20 millions, c'est beaucoup d'argent. Savez-vous ce qu'on peut faire avec 20 millions? Ben, j'allais justement vous le demander. Vous pourrez vous offrir tout ce dont vous avez envie. Ben, j'ai envie de rien. Ce que j'ai me suffit. Vous êtes un sage, Père Joseph. Oh, c'est possible, j'en sais rien. Mais après tout, cet argent qui me dégringole dessus, j'y arrive pas à le dépenser. Je trouverais bien qu'il le donnait, hein. Les braves gens manquent pas, ni les jeunes qui ont besoin de faire leur vie. Alors, dites-moi, monsieur le notaire, Je vous écoute. la lettre que j'ai reçue, vous l'avez aussi envoyée aux autres? À votre nièce Françoise et à votre neveu Roger. Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Votre nièce ne m'a pas encore donné de ses nouvelles, mais votre neveu doit venir me voir cet après-midi. Je m'informerai de ses intentions en ce qui vous concerne. Ouais, oh, allez-y doucement, monsieur le notaire, hein, tout doucement. Remarquez, si je dis pas non tout de suite, c'est à cause de ces gosses, hein. Quel âge ils ont? Elle est née à 18 ans, le plus jeune 16. 18 ans. C'est à peu près l'âge que devait avoir ma petite Françoise la dernière fois que je l'ai vue. Bon, je rentre à la maison, je lui écris tout de suite, et j'espère bien la voir avant la fin de la semaine. Parce que, voyez-vous, monsieur le notaire, je vais vous dire, hein, mon héritage, c'est elle. Je vous confirme, monsieur Roger Valette, que votre part s'élève à une vingtaine de millions. C'est pas le Pérou. Mais ça pouvait pas l'être puisque l'oncle Eugène est mort au Brésil. L'oncle Eugène. Vous me croirez si vous voulez, maître, mais c'est bien la première fois que j'entends parler de lui. La dernière aussi, d'ailleurs. Le peu que je sais, je l'ai appris par votre lettre. Dès que le partage sera établi, je vous convoquerai pour la signature avec les co-héritiers. Et le rigolo, c'est que j'ai jamais vu ni l'oncle Eugène, ni l'oncle Joseph, ni la cousine Françoise. On s'est pas cassé la tête, ni moi, ni les autres. On n'a même pas eu à mignoter le tonton, ni à lui faire des gâteries pour ses anniversaires. Y a pas d'erreur, nous sommes des petits vernis. Hein. Je constate que Les sentiments ne m'étouffent pas, oui, je sais. Si vous voulez. Oh, moi, je crache pas sur le fake. J'ai jamais craché dessus. Et les autres, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Les autres. Eh ben oui, quoi, les autres gagnants à la loterie. L'oncle et la cousine, le syndicat du gros lot. Votre cousine ne s'est pas personnellement manifestée, mais son homme d'affaires a pris rendez-vous. Je l'attends d'une minute à l'autre. Ça boum par là? Du point de vue matériel? Dame, c'est le principal, pas vrai? Je crois pouvoir vous dire qu'elle est à la tête d'une fortune assez considérable. Mariée? Veuve, hein. Des enfants? Non, sans enfant. Ah, intéressant. La famille a du bon, quoi qu'on en dise. Il faudrait que je me tuyaude sur elle. Et mon oncle Joseph, comment que ça se goupille pour lui? Il est retraité des chemins de fer. Je l'ai précisément vu ce matin. Il m'a fait la meilleure impression. Un excellent homme. Comment dirais-je? Presque d'une autre époque. Il vit hors du temps. Oui, un vieux birbe, quoi. 72 ans. Même question que pour la cousine. Marié, enfant? Non, il vit seul et s'en accommode fort bien. Ah, celui-là, il va falloir qu'on renoue avec lui, et dardard. Tant d'argent pour un vieux tout seul, c'est immoral. Le prix qui est trop précieux pour qu'on le laisse filer quand il passe à portée de la main. Allez, donnez-moi son adresse, il va falloir que je lui dise 2 mots au retraité. Oui? Ah, il est arrivé. Bon, priez-le d'attendre, je vais le recevoir dans quelques minutes. Bon, bah, vous avez du monde, je m'en vais. Ah, et n'oubliez pas l'adresse.
Merci. À bientôt, monsieur Valette. Je vous reconduis. Oh, j'ai pas l'intention de m'incruster, j'ai mieux à faire, figurez-vous. Un boulot important à expédier tout de suite. Au revoir, monsieur Valette. Au revoir, maître. Monsieur Tenay. Entrez donc, cher ami. Je suis tout à vous. Bonjour, mon cher maître. Et comme je vous l'ai dit, je viens pour la succession Valette. Je suis chargé des intérêts de la comtesse de Maupertuis, née Françoise Valette, qui m'a donné sa procuration et tout pouvoir pour agir en ses lieux et places. Voici, pour votre dossier, la pièce m'accréditant. Merci. Ce premier entretien est essentiellement une prise de contact faite à titre d'exploration, car la mémoire de ma cliente est on ne peut plus défaillante en ce qui concerne une famille dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne s'est guère manifestée. Et qui est au juste le testataire, cette jeune Valette mort au Brésil? L'oncle de votre cliente. Les deux autres héritiers concourant au partage sont le frère d'Eugène Valette, Joseph, et son neveu Roger Valette. Vous permettez, je note. Oui. Hein? Vous venez de le croiser, d'ailleurs, le Roger Valette en question qui sortait de mon cabinet. Ah bon? Il ne se souvient pas non plus de votre cliente. Oui, ou ça, les liens de famille semblent plutôt distendus. Aussi, la teneur de votre lettre a-t-elle surpris la comtesse, qui ne se connaissait pas de parents, proches ou lointains? D'autres ont conservé des souvenirs assez vivaces pour avoir résisté à une aussi longue séparation. Enfin, je devrais dire un autre, hein, car l'exemplaire est unique. Puisque nous sommes 3 héritiers, il ne peut s'agir que de... Que de Joseph Valette, effectivement. Oui, eh bien, ce nom n'évoque rien pour nous. Vous pouvez me donner quelques précisions? Bien entendu. Joseph Valette, 72 ans, cheminot retraité, habite Chaville. Et il dit se souvenir de ma cliente, c'est assez étonnant. Quand l'aurait-il rencontrée pour la dernière fois? Vers 38, juste avant la guerre. La comtesse de Maupertuis avait 18 ans. À cet âge-là, d'habitude, on se souvient, à moins qu'on ait une raison particulière qui vous incite à oublier. C'est possible, bien que peu probable. Ma cliente ne m'a parlé que des grandes lignes, elle n'est pas entrée dans les détails. Le vieux Joseph se souvient d'elle comme s'il venait de la quitter. Bien entendu, il faut faire la part du vrai et du faux, du réel et du roman, du tangible et de l'imaginaire. Les souvenirs sont moins ce qu'ils sont que ce qu'on les fait. Oui. Or, l'oncle Joseph est un poète à sa façon. Il croit encore que son affection pour la petite Françoise était partagée. Il m'a même demandé son adresse, que je lui ai communiquée. J'espère pour lui qu'il ne sera pas déçu, il ne le mérite pas. Eh bien, maître, je vais rapporter à ma cliente les termes de notre entretien, et puis je me mettrai de nouveau en rapport avec vous. Et puisque vous êtes mandaté par la comtesse de Maupertuis, je suppose que vous aurez à donner votre accord sur le partage. Je le signerai aussi. Oui, ma cliente désire rester absolument en dehors de cette affaire. Elle ne veut y apparaître sous aucun prétexte. Si telle est son intention. Ah, elle me l'a signifié en termes on ne peut plus nets. Sa décision, quoi qu'il arrive, est irrévocable. Il faut pour la comprendre se mettre à sa place. Sa situation est très en vue dans la haute société et lui défend de se commettre avec n'importe qui. Je ne prends pas position, je ne fais que répéter ses propres paroles. Pauvre père Joseph. Comment? Rien, cher ami, rien, je pensais tout, mais excusez-moi. Maître Orbini. Excusez-moi de vous déranger, maître. Commissaire Laberne. Très heureux de vous connaître, commissaire. Pourtant, je ne m'explique pas. Le but de ma visite, c'est normal. J'ai seulement précisé à votre secrétaire que je désirais vous voir à propos de la succession Valette. C'est justement pourquoi je m'étonne. Je ne vois pas ce que la police... La brigade criminelle. Eh là, oh là là, vous n'allez pas prétendre. Non, je ne prétends rien, moi, je constate. Brigade criminelle. Voyons, il y a 3 co-héritiers dans cette succession. Oui, je sais, Joseph et Roger Valette, plus la comtesse de Maupertuis. Vous êtes bien renseigné. Oui, par une lettre de votre étude trouvée sur place. Oui, la voici. Mais non, c'est pas possible. Enfin, ce n'est pas vrai. On a retrouvé Joseph Valette mort dans son pavillon au bas de l'escalier de la cave. Oh! Rupture des vertèbres cervicales. Un chien qui hurlait à la mort a alerté les voisins. Pauvre vieux. Un si brave homme. Oh, il a dû être pris d'un malaise à son âge. Un malaise, oui. C'est possible. Tout est possible. 72 ans. L'émotion, la joie. Dire qu'il était dans mon cabinet, ici, dans ce fauteuil, il y a 3 ou 4 jours, c'est impensable. Mais quelle impression gardez-vous de lui? Le brave homme intégral, tout d'une pièce, le cœur sur la main. Et bavard? Bavard, on ne peut pas dire.
Il s'extériorisait, c'est naturel. Quand on vit comme on le peut d'une petite retraite, il est évident qu'un héritage soudain de 20 millions... Mais il était heureux? Oui et non. Se trouver face à face avec un problème, lui qui n'en avait jamais eu. À vrai dire, tant d'argent sur les épaules l'embarrassait. Mais il vous a écrit après sa visite? Non, je n'ai rien reçu. Mais sa lettre, on n'a pas eu le temps de partir. Tenez, je vous l'ai apportée. Elle témoigne d'une grande fraîcheur de sentiments et d'une confiance un peu trop universelle. Tous les habitants de ce qu'on nomme sur place l'îlot sont cités dans cette lettre que vous êtes en train de lire. Si je dois disparaître un jour, et à mon âge on est sûr de s'en aller bientôt, je voudrais, monsieur le notaire, que vous me fassiez un testament. Quelque chose de pas compliqué, que tout le monde comprenne. J'ai signé des papiers pour ma retraite. Je voudrais en signer d'autres pour que l'argent qui m'arrive du Brésil ne soit pas perdu si je pars. Mais on croirait qu'il avait une prémonition de sa mort. Ah, je crois pourtant bien le connaître. C'est pas ça, non. Il doit y avoir autre chose. On ne peut pas savoir d'avance qu'on va se casser la jambe en descendant du trottoir ou se rompre les reins en dévalant un escalier. Non, il ne savait pas. Il ne pouvait pas savoir. Voyons. Ne sois pas perdu si je pars. À Léon Delcourt, je donne 1 million, ou un peu plus, s'il en a besoin pour qu'il finisse de payer sa maison. À Charles Vernon... Non, je ne continue pas, commissaire. D'après le nombre de lignes, non seulement les 20 millions y passaient, mais il me faisait prendre une hypothèque sur sa bicoque. Brave homme. Bon pied, bon œil pour son âge, toute sa tête à lui est vif comme un jeune homme, c'est l'avis unanime. Et c'est aussi pourquoi personne ne peut croire à l'accident. Connaissait-il ses cohéritiers? Non, du moins pas à ma connaissance. Lisez seulement les dernières lignes. Les dernières lignes, voyons. À la petite Françoise, ma nièce, si par hasard je ne la revoyais pas, il faudra lui dire que je l'aimais bien et que je lui donne tout le reste. En espérant qu'il en restera beaucoup quand monsieur le notaire aura fini ses comptes. Alors? Il confirme ce qu'il m'a dit, sentimentalement du moins. Je suis atterré, commissaire. Oui. Mais tous ceux qui l'ont connu pensent comme vous. Le père Joseph était un être d'exception. Mais personne n'aurait pu lui vouloir du mal. Et s'il y avait eu un crime, on peut tout supposer. Les deux cohéritiers y trouvaient leur intérêt. Allons donc, le boucher est plus qu'à son aise, tout jovial et tout rond, sans finesse et sans nuance. Bon commerçant et bon père de famille. Les portraits édifiants, il a droit à l'Oréal. Et l'autre? Sa nièce Françoise. Ce que vous venez de me faire lire se passe de commentaires. La comtesse de Maupertuis jouit d'une grosse fortune. Elle a une situation très en vue. Non, il faut chercher ailleurs. Si vous tenez à découvrir un criminel intéressé. Ailleurs, oui, mais... Où? Dans l'îlot. N'importe qui de l'îlot. Lisez le post-scriptum. Si je meurs avant Noël, avant que vous ayez mis noir sur blanc un testament bien comme il faut, je voudrais bien que ma lettre d'aujourd'hui le remplace. Ça doit être facile, avec un timbre et un coup de tampon. Et voilà, n'importe lequel de ses voisins peut être au courant. N'importe quel voisin peut être votre criminel s'il a eu peur que le père Joseph ne change d'avis. Non, écoutez-moi, je ne tiens pas à découvrir un coupable, au contraire. Mais je voudrais comprendre, être sûr de ce qui s'est réellement passé, ne serait-ce que pour avoir la conscience tranquille. Comme ça, je suis d'accord. Quoique... Avant Noël... Pauvre vieux. Je vois ici tellement de testateurs infects, et tellement d'héritiers sordides, qu'un bain de fraîcheur de temps à autre est le bienvenu, commissaire. Faites-moi confiance. Je sais ce dont je parle. Enfin, il était écrit que sa petite Françoise et lui ne devaient jamais se revoir. Bonjour, madame. Vous avez insisté pour me voir. Il s'agit, paraît-il, de quelque chose d'important. Vous êtes là, parlez. De quoi s'agit-il? Bonjour, Françoise. C'est trop fort. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Mais comment donc? Vous ne me connaissez pas. Comme c'est facile.
Ou vous ne me connaissez plus, ou vous m'avez oublié, ou vous ne voulez plus vous souvenir, ou vous manquez de points de repère. Et vous avez donc besoin d'un aide-mémoire. Hein? Où étiez-vous il y a quelque chose comme 25 ans? Ah, comme le temps passe tout de même, hein. Vous devez me trouver changé, hein. Et moi aussi, je vous trouve changé. Bon, d'abord, j'ai été surpris. Et maintenant, je m'habitue. En y mettant un peu de bonne volonté, on s'habitue à tout. J'ai dit de quoi s'agit-il? Venons-en au fait, je le répète et c'est la dernière fois. Ah, ne vous énervez pas. Si quelqu'un avait une raison de s'énerver, ce serait moi, pas vous. Nous disions donc, avant la guerre, de 37 à 39. 2 ans. Aucun déclic chez vous? Eh ben, ça m'étonne. Je dirais même que ça me surprend de plus en plus. De 37 à 39, nous partagions le même lit, Françoise. Voyez-vous ça? La guerre arrive, je suis mobilisé. L'exode arrive, vous partez. Et nos fiançailles se trouvent rompues par la force des choses. Ensuite? Bah, j'étais fou de vous, je ne vous déplaisais pas, hein. Ah, d'accord, ce n'est pas la peine de hausser les épaules, j'ai compris. Vous ne vous souvenez de rien. Je suis un imposteur, alors vous allez me flanquer à la porte. Vous avez une autre idée? Tiens, le téléphone, pourquoi pas? C'est pratique, le téléphone. Connaissez-vous par cœur le numéro de police secours? Composez le 17 sur le cadran, là. C'est exactement ce que je vais faire. C'est exactement ce que vous n'allez pas faire. Qui m'en empêcherait? Vous, en mémoire du passé. De notre passé, Françoise. C'est ce que nous allons voir. Ou si vous préférez, en mémoire de l'oncle Joseph. Ah, je l'aimais bien, moi, l'oncle Joseph. Ah, bien sûr, j'étais pas son type. Je l'ai senti le jour où vous m'avez présenté. Il n'a rien dit. Mais le fiancé de sa petite Françoise ne lui plaisait pas. Où voulez-vous en venir? Ah, la mémoire vous revient, on dirait, hein? En répondez, j'ai raison, oui ou non? Je crois que... Oui ou non? Oui. Oui qui? Oui Serge? Oncle Joseph, je te présente mon fiancé, Serge Alamon. Nous allons nous marier bientôt. L'oncle Joseph n'a rien dit. Il m'a même tendu la main. Mais je l'ai senti tout triste. Ah, faut se mettre à sa place, moi je le comprends. Sans que j'ai eu besoin d'ouvrir la bouche, il avait deviné qui j'étais. Ce que j'étais, ben, je le suis resté. C'est bien pourquoi je suis ici, Françoise. Nous deux, on est faits pour se comprendre, pas vrai? Surtout maintenant. Naturellement, vous n'avez jamais revu l'oncle Joseph. Vous devez bien supposer que non. Ah, je le regrette pour vous. Ah, l'oncle Joseph était un parfait honnête homme. Un chapeau pour lui pour la seconde fois. La première, c'était il y a 26 ans. La seconde, c'est maintenant. Puisqu'il vient de mourir. Juste avant de toucher l'héritage. Ah, c'est pas de veine, ça. Eh ben oui, quoi. Je lis les journaux, comme tout le monde. Le père Joseph à la retraite dans son petit pavillon, ça m'a tout de suite rappelé quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Vous, Françoise. D'ailleurs, l'article donnait les noms des cohéritiers. Il était bien fait, cet article. Il mettait les points sur les i. Non, le boucher, je m'en fiche. Mais j'ai eu envie de vous revoir. Si vous aviez été ce que je suis et non ce que vous êtes devenu, à ma place, vous en auriez fait autant. Non? Certainement non. Vous auriez eu tort. Certaines visites comme celle-ci, avec comme point de départ juste une petite idée de derrière la tête, sont bien instructives. Je ne vois pas en quoi. Ah, toujours ces trous de mémoire. Ah, il va falloir soigner ça, hein? Et si l'on commençait le traitement tout de suite, hein? Ah, ça ne serait pas une si mauvaise idée. Et puis nous éviterions l'un comme l'autre de perdre notre temps. Tout à fait d'accord. Ah, vous devenez raisonnable, on dirait. Ah bah, c'est bien. On doit toujours être raisonnable dans la vie. Ainsi, moi, par exemple, je sais parfaitement qu'entre ma parole et la vôtre, les gens n'hésiteraient pas. Vous avez une parole, vous? Je ne m'en serais jamais douté. Si vous m'avez aimé autrefois comme vous le prétendez... Ah, ça alors c'est marrant, positivement marrant, hein? Vous jouez le jeu, mais à quoi jouez-vous? Ah, les gens n'hésiteraient pas. Justement. Ah, après tout, qu'est-ce qu'on en sait, hein, Françoise? Le fric est une chose, mais il y a les à côté. Vous êtes à côté de la question. Je croyais que nous devions ne pas perdre de temps. Ah, très juste, très juste. Alors voilà comment se présente l'affaire. Le père Joseph devait hériter, mais au moment de toucher le gros paquet, il se casse la figure dans l'escalier de sa cave. Coïncidence malheureuse. Mais simple coïncidence. Je rapplique en vitesse chez Françoise. Alors là, ça me flanque un drôle de choc, hein.
Vous comprenez, François? Est-il absolument nécessaire que je comprenne? Ah bah ça vaudrait mieux. Parce que maintenant, il faut chiffrer le drôle de choc. 20 millions. 20 millions pour vous? Pour moi. Pour Serge. Pour que Serge oublie que le père Joseph devait justement hériter de 20 millions. Pour éviter que je parle un peu trop à tort et à travers. Pour que je rengaine certaines hypothèses et certaines constatations. Pour que je joue la fille de l'air et que je prenne la clé des champs. À ce prix-là, c'est donné. Et comme c'est donné de bon cœur, c'est à prendre ou à laisser immédiatement et sans délai. Une seule réponse, entendez-vous? Une seule peut me rendre amnésique autant que vous et pour toujours. Laquelle choisissez-vous? Je prends. Marché conclu. J'en suis content pour vous, Françoise. Voici comment nous allons procéder. Cette somme, il faut d'abord que je la réalise. Dans votre situation, avec votre fortune, c'est une question de 24 heures. Un peu plus. Nous sommes aujourd'hui mardi. Donnez-moi jusqu'à vendredi. Ah, je serai bon prince si vous êtes bonne joueuse. Si vous ne trichez pas. Quand je dis vendredi, c'est vendredi. Je vous attendrai ici, chez moi. Si vous essayez de m'avoir, il y aura du grabuge, hein, je vous préviens, Françoise. Je crois que nous avons tous les deux intérêt à ne pas faire d'esclandre. Bien dit. Ça colle. À propos d'esclandre, ou plutôt d'indiscrétion possible, vous vous présenterez le soir à 10h15. Entendu. J'insiste. À 10h15, très exactement. Quand il y a du fric à palper, je suis toujours exact. Ma femme de chambre sera sortie, comme aujourd'hui d'ailleurs. Le temps de contrôler les liasses, nous en aurons pour quelques minutes. Vous voyez cette clé? Prenez-la. Ah, bah c'est celle de l'appartement. Elle ouvre la porte du palier. Pas la grande porte. Celle de l'escalier de service. En arrivant devant l'immeuble, vous descendez la rampe qui mène au garage du sous-sol. Là, personne ne fera attention à vous. L'ascenseur de service est au fond, à droite. Au fond, à droite. Vous le prenez jusqu'au 5e, vous entrez, et je serai là. À 10h15, très exactement. Et n'oubliez pas l'heure précise. C'est très important, à 2 minutes près. Pour la bonne? Non, pour moi. Je dois sortir ce soir-là, comme d'ailleurs presque tous les soirs. Pour des raisons personnelles, mais que vous comprendrez, je veux ne rien changer à mes habitudes. Sous un prétexte quelconque, je m'absenterai une demi-heure. Juste le temps nécessaire pour venir vous rejoindre et vous remettre la somme convenue. Et je pense à quelque chose, Françoise. Vous pourriez tout aussi bien laisser le fric sur la table de la cuisine. Je le prends, puis je me barre. Ni vu ni connu. Vous n'avez même pas besoin d'être là. J'ai confiance, figurez-vous, mais dans une certaine mesure seulement. 5 minutes avant l'heure. La fermeture de sécurité sera mise. 5 minutes après l'heure, je la rebloquerai. Le reste du temps, mon appartement restera condamné. Ah, rien à dire, c'est régulier. Madame tient à ses bibelots. Mais alors, je n'ai pas besoin de la clé. On n'aurait qu'à m'ouvrir. C'est une mesure de précaution. Pas pour moi, pour vous. Si je ne pouvais, par extraordinaire, être au rendez-vous, l'argent, lui, vous attendra. Vous voyez que je ne cherche pas de faux fuyants. Mais il y a 9 chances sur 10 pour que je sois là. Vous me rendez la clé, et nous repartons aussitôt, mais par 2 portes différentes. Nous ne nous connaissons plus. Nous ne nous connaissons plus. Parole d'homme. Pensez-y. Vous n'auriez plus rien à gagner, mais tout à perdre. Ah, comme vous me connaissez mal, Françoise. Police secours. Et ici la comtesse de Maupertuis, 164 avenue Paul Doumer. Oh, venez immédiatement. En rentrant chez moi à l'improviste, j'ai surpris un cambrioleur dans mon appartement. Oui, il est mort. Je l'ai tué.
Je l'ai tué. C'est ce que j'ai déclaré aux agents du quart de police. C'est aussi ce que je vous confirme, commissaire. Commissaire Lavergne de la brigade criminelle. Je suis heureuse qu'on vous ait chargé de cette affaire. Je souhaite que l'enquête de pure forme que vous allez mener soit discrète et rapide. Mais je ferai de mon mieux. Je suis au courant du coup de fil que vous avez fait donner dans nos services. Et il se trouve que je me trouvais justement en quai des Orfèvres et que justement aussi j'enquêtais sur la mort de votre oncle, monsieur Joseph Valette. Simple coïncidence, comme vous le voyez. Mais on a jugé chez nous préférable de grouper les deux affaires et de confier celle-ci à quelqu'un qui soit déjà au courant. Affaire? L'accident de mon oncle et ce cambriolage? Le mot est un peu fort, vous ne croyez pas? Disons les deux dossiers, si l'expression vous convient mieux. Là, je conçois parfaitement qu'en ce qui vous concerne, un incident d'hier soir soit infiniment désagréable. Aussi ai-je fait le nécessaire suivant les instructions reçues pour que les journaux ne s'emparent pas de ce cambriolage en vue d'en tirer des titres à sensation. Je vous remercie infiniment, commissaire. Je n'en attendais pas moins de vous. Devenir l'héroïne d'un fait divers ne m'a jamais tenté. Vous étiez donc au théâtre hier en soirée? J'assistais en effet à une première, avec une relation. Et vous avez quitté le spectacle à la fin du premier entracte? J'avais oublié chez moi un bracelet de valeur. Comme j'avais perdu mon sac, mes clés et mes papiers 2 jours plus tôt, j'étais énervée. Et vous avez déclaré cette perte? Oui, le jour même, au commissariat. Très bien. Continuez. J'arrive donc chez moi. Je vois de la lumière dans le salon, une ombre derrière la porte vitrée. Heureusement, la moquette est épaisse. Je vais jusqu'à ma chambre, je prends le revolver qui est toujours dans les tiroirs de ma table de chevet, j'ouvre brusquement la porte du salon et je tire. Mais l'homme, un certain Serge Alamont, n'était pas armé. Comment pouvais-je le savoir? Et même si je l'avais su, en aurais-je été pour autant plus avancé. Ouais, la légitime défense. Quand une femme se trouve en face d'un homme, chez elle, en pleine nuit, il y a légitime défense, qu'il soit armé ou non. Alors je vois que vous ignorez la peur. À votre place, combien de femmes se seraient-elles enfuies en alertant tout l'immeuble? Ce n'est pas mon genre. Moi, je m'en aperçois. Je vous effraie? Je vous admire. Et quand j'admire, je m'étonne toujours un peu. Il y a 20 ans, j'aimais beaucoup la chasse, commissaire, et je passais pour un excellent fusil. Il aura fallu ce cambriolage stupide pour me prouver que je n'ai perdu ni le coup d'œil, ni la main. Et comment avez-vous égaré votre sac? Je ne l'ai pas égaré, on me l'a volé. Et de quelle façon? De la façon la plus simple du monde, commissaire. Le coup classique auquel je me suis laissé prendre. C'était le jour de sortie de ma femme de chambre. J'avais une lettre urgente à poster. Comme j'étais invitée chez des amis pour un bridge, je sors ma voiture du garage, je m'arrête à la poste, mais je ne trouve à me garer qu'à 20 ou 30 mètres. Je jette ma lettre à la boîte, je reprends le volant et je démarre. Je me suis aperçue de la disparition de mon sac en arrivant chez mes amis. On ne devrait jamais rien laisser sur la banquette avant, glace baissée. Mon voleur n'a même pas eu à ouvrir la porte. Il a suffi de tendre le bras pour avoir mon nom, mon adresse et les clés de mon appartement. Oui. Mais votre concierge n'a rien remarqué d'anormal. Enfin, personne n'a demandé à quel étage vous habitiez. Cela pourrait être un indice, un point de départ, une confirmation, si vous le préférez. Non, l'homme n'a rien demandé. Il a dû passer directement par le garage du sous-sol qui n'est pas gardé. À côté de la porte de l'ascenseur de service, il y a la liste affichée des copropriétaires du 1er au 8e étage. Oui, dans ces conditions, évidemment. Le cambrioleur est entré par la petite porte, celle qui donne sur l'office, à côté de la cuisine. La clé était encore sur la serrure quand j'ai appelé police secours. Et où est-elle, cette clé? La voici, commissaire. Merci. Vous avez une enveloppe? Oui. Parfait. Bon, je vais la faire examiner par le laboratoire. Pour les empreintes, vous y trouverez les miennes, certainement. Et certainement aussi celle du cambrioleur qui est le dernier à l'avoir touché. Ouais, à moins qu'il n'ait eu des gants. Non, les gens du quart l'ont fouillé, ils n'en avaient pas. Cette clé, je le suppose, faisait partie d'un trousseau. Bien entendu. Du moment qu'elle est maintenant séparée des autres, c'est que le voleur, je le présume, a reconnu les lieux avant de faire son coup. Oui, votre supposition est tout à fait vraisemblable. Mais j'y pense, commissaire. J'ai reçu un coup de téléphone ces temps-ci. Et même 2. J'ai décroché, il n'y avait personne au bout du fil.
Et puis j'ai entendu qu'on raccrochait. Le coup est également classique, comme le vol du sac laissé sur le coussin de la voiture. Eh bien, nous en avons terminé, madame. Je vous remercie de vos précisions et je m'excuse de vous avoir retenu si longtemps. C'est on ne peut plus naturel, commissaire. Vous avez une visite, je me sauve. Voulez-vous que je m'évapore par l'escalier de service? Par l'escalier de service, quelle idée. Pourquoi? D'habitude, on n'aime guère avoir la police chez soi et encore moins la montrer. Je m'en voudrais de jouer les épouvantails. Comme vous êtes amusant. Entrez. Entrez donc, cher ami. Bonjour, Françoise. Votre femme de chambre m'a dit... Je ne vous dérange pas. Aucunement, Hubert. Commissaire Lavergne, monsieur Hubert d'Arcet, l'ami justement qui m'accompagnait le soir en question à la première que vous savez. Enchanté. Monsieur, mais je vous laisse, madame. J'emporte la clé. Et pour les empreintes, mais c'est tout à fait secondaire, je vous tiendrai au courant. Oui, affaire classée, je suppose. Elle est en voie de l'être, monsieur. La visite n'est qu'une simple formalité. Oui, c'est bien ainsi que je l'entendais. Le commissaire. Madame, monsieur. Je vous montre le chemin, commissaire, si vous voulez me suivre. Oui, ce genre d'intrusion est sans doute nécessaire, mais c'est très désagréable. C'est infiniment choquant. Bonjour, vous. C'est gentil d'être venu sans même vous être annoncé. J'espère que ce n'est pas un reproche. Au contraire. Vous êtes ici chez vous, je vous l'ai déjà dit. À quel titre? Au titre de mon meilleur ami. Le plus sûr, le plus fidèle et le plus charmant. Ma chère Françoise, je suis sûr parce que je suis certaine de vous. Fidèle parce que, en dehors de vous, nulle autre femme n'existe. Et quant au charme, là, je vous l'abandonne faute de pouvoir lutter avec vous. Je vous sers quelque chose, Hubert. Whisky? Si vous voulez bien, merci. Vous venez de parler d'amitié, Françoise. En effet. C'est un sentiment rare. Mais l'amour aussi est un sentiment rare. Je sais. Nous étions déjà d'accord, mais cette tragédie... N'exagérons pas, un incident. Mais un accident? Nous sommes tous à la merci d'un accident. La situation actuelle ne peut durer. Elle est en porte-à-faux. Ni vous ni moi ne nous y sentons à l'aise. Le commencement précède généralement la fin, mais pas toujours. Et pour être pleinement heureux, commençons par faire une fin. Françoise, voulez-vous être ma femme? Pourquoi me poser cette question? Puisque vous connaissez la réponse. Ah, je suis le plus heureux des hommes. Alors fixons immédiatement une date. D'accord. Pourtant... Pourtant est un mot qui vous va mal, Françoise. Il ne cadre ni avec votre caractère, ni avec votre sens de la décision et de la netteté. Laissez-moi finir. Pourtant, je souhaiterais une cérémonie toute simple, à la campagne, sans invité. Tiens, partons en Dordogne. Mon château vous attend. Ah, merveilleux. Préparez vos valises, chère Françoise, et ne vous préoccupez pas d'autre chose. Dans quelques jours, je vous enlève. Plus rien maintenant, ni personne, ne pourrait nous séparer. Vous avez eu parfaitement raison de me téléphoner, Françoise. Ce commissaire en prend vraiment trop à son aise. Je vais lui river son clou à ce petit monsieur. Il ne vous a pas dit ce dont il s'agissait? Non, son coup de fil a été très bref. Quand je lui ai dit que nous devions quitter Paris pour la Dordogne aujourd'hui même, que ma femme de chambre nous avait déjà précédés par le train, il m'a répondu qu'il faisait un saut jusqu'ici. Et puis il a raccroché. Non, il fait du zèle, c'est tout. Je suis sûre qu'il me rapporte ma clé, avec ou sans empreinte, ce dont je me moque éperdument. Une démarche inutile, faite uniquement pour se faire valoir. Ah, si j'avais su, nous serions partis hier. Cette clé, nous l'aurions retrouvée en rentrant chez la concierge. Ah non. Nerveuse? Non, aucunement. Ennuyée seulement d'un contretemps qui contrarie nos projets. Attendez, laissez Françoise, je vais ouvrir. Vous allez voir comment je vais vous l'expédier en 4e vitesse. Alors, commissaire,
Larsen? Que signifie? Et pourquoi cette intrusion en force? Je vous en prie, monsieur. Enfin, Excusez-moi, madame, d'avoir amené mon adjoint sans avoir songé à vous en avertir, mais j'ai une question préliminaire à vous poser. Faites. Vous avez un coffre à la banque d'à côté, la succursale du Crédit Lyonnais. ah ça, mais c'est une inquisition! Non, permettez, monsieur. Non, laissez, Hubert. Et que contient ce coffre? Quelques bijoux. Je ne sais plus exactement, pratiquement rien. La banque est à ma porte, c'est pratique, c'est pourquoi j'ai loué ce coffre, mais je ne m'en sers pas. Dans ces conditions, vous ne verrez aucun inconvénient à l'ouvrir. Ou vous m'accompagnez, ou monsieur m'accompagne, ou mon adjoint se charge seul de la mission. Comme vous partez, il faut faire vite. Nous pourrions en bavarder en attendant. Refusez, Françoise. Vous n'avez aucune raison d'accepter. Il faudrait un mandat. Il faudrait un peu de bonne volonté, monsieur. Enfin, Le commissaire a raison, mon ami. Envoyez donc votre adjoint. Je ne m'y oppose pas. Voici la clé du coffre. Et le chiffre de ma combinaison. Veuillez signer cette procuration pour... hein? Voilà, commissaire. Êtes-vous satisfait? Meunier, Meunier, tu vas à la banque et tu reviens. D'accord. Bon. Eh bien maintenant... Maintenant, commissaire, j'aime autant vous aviser que j'en ai par-dessus la tête de vos façons. Et pourquoi? Suis-je impoli, grossier? Non. Non, je fais mon métier comme vous faites le vôtre. Ce n'est, croyez-moi, ni toujours facile, ni toujours agréable. J'ai des questions à poser, je les pose. Et si ça ne vous plaît pas, allez-vous-en, ou c'est moi qui emmène madame pour que nous puissions parler tranquillement. La mise au point vous suffit? Hein? Elle vous suffit? Bon, eh bien, tant mieux. Je vous avais promis, madame, de vous tenir au courant de mon enquête. Je viens donc vous demander d'éclaircir quelques points restés obscurs. Si je le peux. Vous le pouvez. Premier point. La clé de la porte de service garde effectivement les empreintes du cambrioleur. Vous voyez, Hubert, qu'est-ce que je vous disais? Deuxième point. Ce Serge Alamont est-il un casseur anonyme, un voleur poussé par le hasard, ou avait-il une raison spéciale de vous cambrioler, au lieu d'aller se faire prendre ailleurs? La raison spéciale, vous la connaissez aussi bien que moi. Le vol du sac, bien sûr, et la perte des clés, bien entendu, sans oublier l'adresse accompagnant le tout, cela va de soi. C'est logique. L'explication se tient. Elle se tient trop bien, l'explication. Elle tient si bien qu'elle sent le fabriquer, hein? Non, j'avais besoin d'un recoupement, je l'ai trouvé. Savez-vous qui m'a renseigné? Je vous le donne en mille. Un brave homme que tout le monde à Chaville appelle le père Joseph. Mais je croyais... Enfin, j'avais cru comprendre Qu'il est mort, victime d'un accident, c'est exact. Mais il avait chez lui des témoins. Des photos. 3 ou 4 photos. Regardez donc avec moi. Monsieur Tarcé, vous pouvez. Et vous, madame, c'est instructif. Au dos de chaque photo, une date. Juin 1938. Oui. Sous la date, une annotation. Françoise et son fiancé Serge Alamont. Serge Alamont, hein? Serge Alamont, on le reconnaît. Il n'y a aucun doute, c'est votre cambrioleur, le cambrioleur de Françoise, justement. N'est-ce pas curieux? Des Françoises, il y en a des milliers. Des centaines de milliers. Et le père Joseph ne connaissait qu'une Françoise. Sa nièce. Remarquez, je vous accorde que la photo n'est pas bien fameuse et que vous êtes prise à contre-jour et qu'on ne vous reconnaît pas. On ne me reconnaît pas parce que ce n'est pas moi. Je m'étonne que vous ne soyez pas arrivé du premier coup à cette conclusion enfantine. J'y suis arrivé, ce n'est pas vous. Donc c'est quelqu'un d'autre. Et qui? Ma question manque d'intérêt. De toute façon, 25 ans ont passé, et pour mon cambrioleur et pour cette fille, c'est de l'histoire ancienne. Serge Alamont. J'ai retrouvé sa trace. Il habitait à l'époque dans le 18e, un petit logement rue Lamarck. Une vieille maison avec une vieille concierge qui était jeune dans ce temps-là. Et une locataire qui a été de 37 à 39, sa voisine de palier. Je leur ai montré les photos, et ils ont immédiatement reconnu Serge Alamont et sa petite amie Françoise qui vivait avec lui. Ce qui prouve, entre autres choses, que les photos ne sont pas tellement mauvaises. Enfin, où voulez-vous en venir, commissaire? Et qu'essayez-vous de prouver? Oh, laissez donc, Hubert. Non, ce que j'essaie de prouver... Oh, rien encore pour l'instant. Non, je suis une piste sans savoir où elle me mènera. Personne ne peut le savoir, n'est-ce pas, madame? J'oubliais d'ajouter que la concierge et la locataire de la rue Lamarck se souviennent d'une Françoise, petite, et qui boitait légèrement. Le père Joseph aussi avait signalé au notaire cette petite disgrâce de sa nièce. Or, madame, vous êtes grande, et vous ne boitez pas. Je ne peux que répéter évidemment, puisque ce n'est pas moi. Mais vous vous appelez de votre nom de jeune fille Françoise Valette. Et celle de la photo aussi s'appelait Françoise Valette.
Je veux bien admettre qu'il existe des centaines de milliers de Françoises, mais vous voudrez bien reconnaître aussi que des Valettes, il y en a certainement beaucoup moins. Coïncidence. On m'a dernièrement cité le cas de... Françoise, je vous en prie, expliquez-vous. Vous êtes victime d'une machination. Une machination. Oui. Continuez-vous à prétendre, madame, que vous êtes Françoise Valette? Je n'ai rien à prétendre, c'est la vérité. Vous n'êtes pas Françoise Valette. Et qui êtes-vous? Oh, vous êtes ridicule. Pourquoi vous acharnez contre moi comme si j'étais une coupable? Mais vous êtes coupable. Sans cette succession imprévue, vous ne l'auriez jamais été. Car c'est elle qui a tout déclenché, tout mis en branle. L'accident du père Joseph n'était pas un accident, mais un crime camouflé. J'en ai eu le pressentiment dès le début, mais je ne pouvais rien prouver. De plus en plus fort. Non, vous entendez, mon ami? Le commissaire m'accuse d'avoir tué mon oncle pour grossir ma part d'héritage. Comme si j'avais besoin de ces 4 sous. C'est grotesque. Absolument, absolument, c'est grotesque. Il n'y a pas d'autre expression pour qualifier une telle ânerie. Mais ce n'est pas des 4 sous de ce brave homme que vous aviez besoin, mais de son silence. Le notaire lui avait communiqué votre adresse sur sa demande. J'en ai eu la confirmation par l'homme de loi qui vous représente et vous a tenu au courant. Le père Joseph devait vous écrire. Mais il aurait été si heureux de revoir sa petite Françoise. Je ne sais pas s'il a eu ou non le temps de le faire, mais que vous ayez reçu ou que vous n'ayez pas reçu sa lettre, de toute façon, la menace existait. Il ne s'embarrassait pas de préambule, le père Joseph. Vous risquiez de le voir débarquer chez vous à l'improviste. Or, c'était un risque que vous ne pouviez pas courir. Il aurait découvert la substitution des personnes et vous étiez démasqué. Votre histoire, c'est un roman à épisodes. Le père Joseph disparu, on parle de l'accident dans les journaux, moins pour une chute en soi banale que pour sa malchance au moment de toucher l'héritage de son frère mort au Brésil. Les articles donnent les noms des co-héritiers et comme les titres sont accrocheurs, Serge Alamont tombe dessus. Votre nom lui donne un choc, il veut faire revivre un ancien souvenir et pourquoi pas un ancien amour. Rue Lamarck, on m'a dit qu'il avait été mobilisé en 39, que Françoise avait continué à habiter le logement jusqu'en 40, qu'elle était partie en exode comme tant d'autres, et que depuis, personne ne l'avait revue. Savez-vous ce que je crois? Dites toujours. C'est délirant, mais passionnant. Eh bien, je crois, je suis sûr, que la vraie Françoise est morte au cours d'un bombardement et que son corps n'a pu être identifié. Pourquoi avez-vous pris ces papiers? Pourquoi avez-vous troqué votre identité contre la sienne? Quelle raison impérieuse avez-vous de faire peau neuve, de repartir à zéro? Qui êtes-vous? Je suis Françoise Valette. Le père Joseph n'aimait guère Serge Alamont, mais Serge Alamont et Françoise se sont aimés. On m'a parlé du désespoir d'Alamont quand Françoise n'a plus donné signe de vie. Ce sont des choses tangibles, des choses palpables, des choses vraies, des choses dont on peut tirer des conclusions aussi serrées que logiques. Votre logique a des trous. Une passoire. N'est-ce pas, Hubert? Serge Alamont arrive avenue Paul Doumer. Il vous voit et il comprend du premier coup d'œil. Et comme il est loin d'être bête, il fait certains rapprochements. Le père Joseph disparu, il reste pour vous le seul, l'unique danger. Ce danger, il est vraisemblable qu'il le monnaie, car il vit d'expédients. Il croit vous tenir, vous lui donnez d'ailleurs l'impression de céder. Il n'y voit que du feu, vous l'attirez dans un traquenard où il fonce, tête baissée. C'est bientôt fini. C'est fini. Qui êtes-vous? Je suis Françoise Valette. Vous le maintenez contre toute évidence. Ce sont des évidences pour vous. Pour moi, ce n'est rien. Votre système de défense est insoutenable. Je n'ai pas à me défendre. Tout ceci n'est qu'hypothèse. Il reste à le prouver. Oh, la preuve est faite. Préparez-vous, madame. Je vous emmène quai des Orfèvres. Quai des Orfèvres? Vraiment? Vraiment. Et pressant. Le temps de passer un manteau. Je vous suis. Au revoir, Hubert. Pas de réponse. Vous avez raison, ça n'en vaut pas la peine. Comme dit le commissaire, pressons. Adieu, Hubert. Oh, je sais que c'est très dur pour vous. Je le sais. Et je vous plains.
Vous avez entendu? C'est accablant. Pourquoi nier? Non, je suis sûr qu'elle niera jusqu'au bout. Et pourtant, elle ne peut pas s'en sortir, elle ne s'en tirera jamais, elle est prise. Et bien prise. Oh, c'est bien long pour passer un manteau. Commissaire, c'est fini. Je vous plains, monsieur.